Bonjour à tous, bienvenue au World Forum. Et bienvenue à cette séquence de lancement de la plus grande coalition des entreprises pour le climat avec Team for the Planet. Certains d'entre vous, je les vois dans la salle, étaient déjà là au mois de juin, mais vous allez apprendre plein de choses encore aujourd'hui. Je vais vous parler un instant du point de bascule. C'est quoi le point de bascule? C'est un moment qu'on n'a pas forcément vu venir. C'est un moment où tout va très vite et c'est un moment où il se passe quelque chose qu'on n'avait pas imaginé qu'il puisse se passer. Ça peut être sur un sujet technologique, comme avec les smartphones. Ça peut être sur un sujet politique ou de société, comme avec le vote des femmes. Le principe est toujours le même. Un petit pourcentage de la population agit activement. Un petit pourcentage de la population agit visiblement. Parfois c'est 3,5%, parfois c'est 10%, parfois c'est 15%, ça dépend des études et des observations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec maximum 15% d'une population qui agit visiblement sur un sujet, un système bascule. Alors, les entreprises font beaucoup de choses sur la RSE, il y a déjà des choses qui ont été lancées, beaucoup d'actions sont lancées, il y en a encore plein d'autres à faire. En juin dernier, on a fait ici un truc incroyable. Les prémices de cette grande coalition des entreprises, c'était à Lille. 500 personnes à la soirée, des dizaines d'entreprises sont devenues actionnaires, plus de 5 millions d'euros ont été levés. C'était une soirée incroyable, une soirée comme le Nord sait le faire. Aujourd'hui, on va passer à l'étape d'après. Team for the Planet, ça peut être une caisse de résonance incroyable pour l'action des entreprises sur le dérèglement climatique. Vos entreprises, qu'elles soient PME ou grands comptes, peuvent avoir un impact incroyable. Vous, que vous soyez salarié de vos entreprises ou dirigeants, vous pouvez et vous pourrez, à la fin de cette plénière de ce matin, prendre des actions colossales sur le sujet. Pour vous expliquer comment, mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir Mehdi Colli, cofondateur de Team for the Planet. Alors Mehdi, cette bascule, on l'a fait comment? Eh bien écoute, cette bascule, elle est très souvent liée à des événements personnels qui peuvent arriver. Pendant que je suis en train d'essayer de réanimer mon ordinateur. Et donc moi personnellement, c'était il y a 6 ans, j'ai pris conscience de l'étendue de ce qu'était le changement climatique il y a seulement 6 ans. Je m'en souviens très bien encore aujourd'hui, c'était grâce à des personnes qui m'agressaient sur Facebook et qui attirer mon attention sur l'effondrement, sur les limites de l'énergie. J'ai écouté pas mal de conférences, j'ai lu certains livres qui font un choc, et surtout un bébé qui est né à ce moment-là, mon premier, et cette question qui est, mais quand on a dans les mains cet être qui arrive, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce bordel ? Ça a été mon point de bascule. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai monté des boîtes dans la tech. Du jour au lendemain, j'ai arrêté la boîte que j'avais et qui était dans le monde des logiciels pour me mettre en action. Parce que la seule façon de faire disparaître la peur, c'est de se mettre en action. Et c'est radical et c'est immédiat. Ouais, il faut que je me mette en plein écran, bien sûr. Et donc le but de cette grande coalition pour le climat dont nous allons parler, c'est de passer à l'action. Alors ça fait 4 ans qu'on a lancé Team for the Planet, et la toute première fois qu'on a parlé de Team for the Planet, on avait fait une conférence à Lyon, et c'était quasiment pile il y a 4 ans. Et dans cette conférence, on avait parlé des conséquences du changement climatique pendant à peu près 1h30, et ensuite de notre projet pendant 20-25 minutes. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus jamais, dans quasiment toutes nos conférences, toutes nos interventions, on ne parle presque plus des conséquences du changement climatique. Alors j'avais envie de faire une petite exception aujourd'hui, en 5 minutes, parce que c'est les 4 ans, et parce que finalement ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel du « mais pourquoi cette mise en action est nécessaire tout de suite ?» Alors vous voyez ici une carte de l'Europe, il y a 20 000 ans, lorsqu'il y avait une température globale de la planète de 5 degrés de moins. Ce que vous voyez en blanc tout en haut, c'est 300 mètres de glace, la tour Eiffel de glace.
quasiment là où on est. Ça, c'est 5 degrés. Donc il faut juste essayer de se transposer en se disant qu'est-ce que ce serait si notre Europe, là, était à 5 degrés de plus. Je préfère pas savoir. Si la totalité des glaces de la planète fondait, on aurait 63 mètres de plus de niveau des mers. Ça, c'est des endroits que vous devez à peu près connaître, à plus 9 mètres. Donc là, on est dans le sud de la France, c'est la Camargue. Enfin, c'était la Camargue. Ça, c'est New York. Il ne reste plus qu'un bout. Ça, c'est l'est de la Chine, avec des villes de plus de 60 millions d'habitants qui fréquentent désormais les poissons. Et ça, c'est ici. Plus 9 mètres. Ce qui est vraiment difficile à comprendre avec le climat, et franchement, même moi aujourd'hui, j'ai encore du mal à me représenter, en fait, c'est un peu compliqué, c'est que rien n'est proportionnel. Vous le voyez dans ce petit graphe. À plus 1,5 degré, on a 3% de probabilité en plus que l'Arctique n'ait plus du tout de glace l'été. On se dit, si on est à 3 degrés, on va passer à 6%, c'est pas bien grave. Non, si on est à 3 degrés, c'est 63% de chance. Et c'est le cas pour tout. Tout est exponentiel comme ça. Et le problème, c'est qu'il arrive un moment où même si on arrêtait totalement les émissions de CO2 du jour au lendemain, la planète continuerait à se réchauffer de façon incontrôlable. Le point de bascule. Ça, c'est à cause des boucles de rétroaction qu'on appelle positives, mais qui n'ont positif que le nom. Je ne vais pas toutes vous les faire, je vous donne juste un exemple. L'effet albédo. L'effet albédo, c'est justement les fameuses glaces qui réfléchissent la lumière du soleil et qui, du coup, renvoient la chaleur. Lorsque ces glaces disparaissent, elles arrêtent de renvoyer les rayons du soleil et donc la chaleur s'emmagasine, ce qui veut dire que ça va augmenter la chaleur globale et donc ça va de nouveau faire fondre des glaces. C'est ça les boucles de rétroaction positive. Et là, l'être humain n'est même plus en jeu là-dedans. Même si nous on s'arrête, ça continuera. Donc il faut arriver à agir avant que ces boucles se mettent en place. Voilà, je vous ai promis que ça ne durerait pas longtemps, parce que la question finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'y prend ? Donc il y a un blocage, et ce blocage, c'est que ce n'est pas à moi d'agir. Il n'y a pas de raison que ce soit à moi d'agir, parce que moi, je commencerai à agir le jour où le gouvernement aura agi, ou le jour où les entreprises auront agi, le jour où les Chinois auront agi. Sauf que si on prend juste là cet exemple avec le fait que nous sommes 81% de Français à penser que c'est au gouvernement de commencer, ou que c'est aux entreprises de commencer, si on creuse un tout petit peu le truc, en fait, le citoyen, c'est celui qui épargne. Le citoyen, c'est celui qui achète, c'est celui qui consomme. Donc c'est grâce à lui que les entreprises fonctionnent ou pas. C'est aussi celui qui vote, c'est aussi celui qui travaille dans ces entreprises-là. Et tout ça, ce sont des endroits où nous avons le pouvoir d'agir. Le problème, c'est que cette boucle de l'inaction, elle renvoie toujours sur l'autre le moment où on va commencer enfin à se bouger. Donc vous me voyez venir, hein, la seule façon de pouvoir sortir de l'inaction, c'est de démarrer son action tout seul, sans rien attendre de qui que ce soit d'autre que de soi-même. Et ça a un deuxième aspect positif, c'est que ça nous met en action et que donc ça retire la peur. Mais nous sommes aujourd'hui rassemblés pour parler de comment on agit en tant qu'entreprise. Je reviendrai un petit peu après sur la puissance que l'entreprise et l'entrepreneuriat peut avoir. Mais d'abord, on va parler de comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est une entreprise pour agir. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, moi j'ai ma boulangerie, je ne vois pas bien en quoi je suis concerné, ou en quoi je suis responsable, ou en quoi je peux aider sur un sujet aussi gros que le changement climatique. Un peu pareil que quand vous êtes citoyen, parce que quand vous êtes citoyen, une fois que vous avez changé votre régime alimentaire, une fois que vous avez acheté une trottinette pour vos déplacements, et si vous êtes propriétaire, vous avez isolé votre maison, vous avez fait presque 80% de ce que vous pouvez faire. En tant qu'entreprise, on fait un bilan carbone. Ça, c'est la première chose, parce que c'est ça qui va nous dire où est-ce qu'on peut réduire. On va réduire tout ce qu'on peut réduire. Et il y a de la marge. Et ça va très vite, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte, c'est un peu comme vous savez quand on range sa maison.
Au début, on se dit ouais, c'est énorme le travail qu'il y a à faire, puis en fait, plus on range, plus on est content, et plus on commence à avoir une sorte de kiff d'arriver à moins. C'est vraiment ça qui se passe avec le bilan carbone. Et la troisième chose dont on va parler maintenant, c'est contribuer à la neutralité carbone. Avant de vous parler de la neutralité carbone, je vais vous passer un petit film. Et ce petit film, il va vous présenter l'action de Team for the Planet. Je m'appelle Mehdi Colli, je suis un des cofondateurs de ce mouvement, qui a démarré donc il y a 4 ans, qui a pour but de lutter à l'échelle mondiale sur le changement climatique, en réunissant les moyens de tous ceux qui veulent participer. Donc, quand je dis tous ceux qui veulent participer, ça va de l'étudiant Fauché qui a investi dans notre entreprise à but non lucratif 1 euro, jusqu'à des fonds d'investissement ou des entreprises qui ont investi plusieurs millions d'euros. Ça va de la personne qui a investi une fois et qui ne se souvient même plus qu'elle est actionnaire, jusqu'à des personnes qui, tous les jours, agissent pour Team for the Planet. C'est pour ça que c'est une équipe, parce que chacun peut y apporter exactement et strictement ce qu'il est ou ce qu'elle est en mesure de faire maintenant. Et plutôt que de vous pitcher, de vous expliquer tout ça, je vous dis juste qu'il y a 4 ans, c'était vraiment strictement une idée, qu'aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros rassemblés, ce qui est le plus gros crowdfunding de tous les temps en Europe. C'est 115 000 actionnaires et c'est surtout déjà 9 innovations déployées, chacune de ces innovations ayant le potentiel de réduire jusqu'à 1% des émissions de CO2 mondiales. Chacune d'entre elles, si elle prenait 100% de son marché. Parce que nous, quand on regarde le marché d'une innovation, on regarde ce qu'elle peut réduire comme CO2. Et c'est la seule chose qui nous préoccupe. Donc plutôt que de vous expliquer en détail comment ça fonctionne, ce petit film a pour but de vous montrer des choses les plus concrètes possibles sur la façon dont on peut agir à l'échelle mondiale. Team for the Planet évaluait ses premières innovations. À ce moment-là, nous étions 20 000 actionnaires et on avait juste une feuille de route. Ça permet à n'importe qui d'agir pour le climat à l'échelle mondiale. Les innovations qui sont coincées dans les labos, on va les en faire sortir. Tabasser les gaz à effet de serre, tabasser les gaz à effet de serre. L'aventure s'accélère et aujourd'hui, on a Aujourd'hui, c'est une journée de comité scientifique. On en fait 3 par an au sein de Team for the Planet. Et le but, c'est d'aller au-delà de l'évaluation citoyenne pour vérifier en détail la partie technique, scientifique et marché des innovations. Le rôle du comité scientifique, c'est d'aborder les choses de façon pluridisciplinaire avec plusieurs expertises croisées qui sont absolument passionnantes et de passer au crible les dossiers qui nous arrivent et les challenger. Nous venons d'horizons très divers, nous n'avons pas du tout les mêmes compétences et donc il y a un véritable échange, une véritable mise en commun. Aujourd'hui, on commence à bien comprendre tout ce que Team for the Planet apporte à ses investissements. Time for the Planet est une caisse de résonance ultra puissante. À chaque fois que Time for the Planet va parler de l'évaluation dynamique, on a un regain d'appel entrant pour dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Naoufel fait x10 du chiffre d'affaires, on réinvestit 1,5 million, on donne les moyens et du coup l'aventure continue. Si on arrive par l'intermédiaire de Team, il y a des barrières qui se lèvent. En 1 an, on est passé à 34 collaborateurs. Le catamaran a été mis à l'eau rapidement. On a déjà passé la première étape des ailes de 25 mètres carrés. En ce moment, nous sommes sur des ailes de 50 mètres carrés et nous avons réussi 2 accords commerciaux avec des armateurs marines marchandes qui vont nous permettre de continuer à développer notre système. Les relations se sont accélérées avec les pouvoirs publics, avec les scientifiques. This is the first international test facility for ocean alkalization with olivine weathering. We are trying to make sure that the ocean can absorb more CO2. With the help of Time for the Planet, we're going to extend the experiments with another 2 years.
Cette peinture, c'est 200 000 m² qui ont été peints par Coolroof France. Ça a généré des milliers de tonnes de CO2 réduits. On a voulu faire une levée de fonds pour aller vite, fort, loin. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de travailler avec Time, avec ses actionnaires. On est très très heureux de faire cette assemblée générale pour vous proposer justement 4 nouveaux investissements. Innovation et la société Entente, Shiva, Crimirotech, Archeon Énergie. Les résultats sont au rendez-vous. On arrive à diviser la consommation d'énergie par 2. On élimine 90% des émissions de CO2. Donc c'est une belle aventure. Et derrière moi, le prototype, le tout premier prototype que nous avons mis en place pour travailler et mettre au point la Smart Pack. En parallèle, on a créé le dividende climat avec les plus grandes institutions internationales sur le sujet. Climate dividends. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'en faire un standard international qui va pouvoir orienter la finance vers l'investissement dans de la décarbonation. Donc on a lancé une phase pilote avec déjà une dizaine d'entreprises et l'objectif, ce serait d'essayer de générer 50 millions de dividendes climat, donc ce qui représente 50 millions de tonnes évitées ou séquestrées d'ici 2025. Et on a fait tout ça en embarquant avec nous plus de 110 000 actionnaires, citoyens et entreprises. 111 277 des entreprises, des associations, des clubs sportifs, des banques, des fonds d'investissement. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons. Ouais. On est là, on est en place avec Mehdi. Bonjour tout le monde, j'espère que salut tout le monde. Du 1er au 31 décembre, nous lançons donc ce défi incroyable, la création d'une coalition de 10 000 entreprises engagées pour le climat. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que l'entreprise peut et doit faire partie de la solution. Nous avons 31 jours pour marquer l'histoire. C'est parti. Top chronos. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'essentiel. On identifie des innovations qui, si elles devenaient mondiales, permettraient de faire baisser les émissions de CO2 à grande échelle. On va investir financièrement dans ces innovations, les transformer en entreprises si elles ne sont pas encore. Donc ça veut dire que concrètement, on va être actionnaire, à prendre du capital dans ces boîtes, et donc on va révolutionner la gouvernance. Vous avez vu parler le CEO, donc le directeur général de Beyond the Sea, qui est cette innovation qui permet de tirer les bateaux de la marine marchande avec des voiles et donc de réduire de 20% leur consommation, ce qui fait à soi seul 1% du CO2 mondial. Cette personne-là, on est allé la chercher, on l'a recrutée et elle a permis à cette innovation d'exploser parce que pendant 9 ans, c'était juste une idée. Il y avait une fois une voile qui avait été tirée par une voiture sur une plage. On en était là quand on a investi. Et 1 an et demi plus tard, il y a un prototype en mer avec une voile qui est 4 fois plus grande que ce qu'elle était quand on a investi, avec pilotage automatique. Ça, c'est la puissance de l'entrepreneuriat. La façon dont vous utilisez le temps et les ressources à chaque minute en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui fait que la boîte va fonctionner. L'argent, c'est un élément, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez cramer des millions d'euros sans bonne exécution, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, c'est ce que Team for the Planet apporte. On apporte aussi une énergie chez à la fois les clients, mais aussi les salariés. Alors les clients, pourquoi ? Parce que comme on communique très fort un peu partout pour dire « Regardez, ici, on essaye de changer les choses à grande échelle », ça bouge les gens. Et donc, par exemple, l'innovation Coolroof, 40% de son pipe commercial vient des actionnaires de Team for the Planet. Le réseau de Team. C'est pour ça qu'on a changé, parce qu'avant on s'appelait Time for the Planet, maintenant on s'appelle Team. Ce petit changement, il est en fait significatif du fait que désormais, nous avons pris conscience du fait que le réseau de nos actionnaires était finalement ce qui avait de plus important dans la réussite du projet. C'est pour ça que quand on fait une démarche pour arriver à rassembler 10 000 entreprises, au-delà de l'argent que ça permettra de lever et donc de financer 10 nouvelles innovations, ça permettra aussi d'avoir un réseau incroyable pour aider nos innovations à se déployer. Vous n'imaginez pas tout ce que, actuellement, avec 1% de ce qu'on pourrait faire sur cette partie réseau, on arrive à débloquer comme situation. Des problèmes administratifs, des rencontres avec des ministres, des rencontres avec des personnes qui sont en situation de commandement dans les grandes entreprises, le CAC 40, etc., mais aussi les dirigeants de PME qui ont envie de se déployer. Et donc, par exemple, pour Beyond the Sea, la voile qui est déjà vendue, qui fait déjà du chiffre d'affaires, là encore, c'est grâce au réseau des actionnaires que ça a pu être possible.
Et donc on en revient à cette fameuse contribution à la neutralité carbone dont je parlais. Donc je fais mon bilan carbone, je réduis ce que je peux, et ce que je ne peux pas réduire, je vais l'attaquer par le biais de la contribution. Ça, c'est lié à la question des émissions systémiques. C'est ça qui est décourageant dans la lutte contre le changement climatique. C'est le côté systémique. Cette impression qu'il faut attendre que les grandes banques ou les États finissent par régler le problème pour que réellement on ait un impact. Et c'est ça qu'il faut adresser. Donc, les émissions systémiques, c'est que très concrètement, si vous avez fait votre travail à votre échelle, imaginons par exemple que vous ayez renouvelé la flotte de voitures que vous aviez cette année. Vous deviez la renouveler. Vous avez fait le choix de prendre des voitures électriques. Selon l'ADEME, le bilan carbone est plus faible. Maintenant, ce n'est pas zéro émission, parce qu'il a fallu les fabriquer, ces voitures. Et donc, par exemple, il a fallu extraire du lithium, il a fallu transporter ce lithium, plein de métaux, etc. Et ça, vous ne pouvez rien y faire, parce que vous ne pouvez pas créer votre propre voiture électrique sans métaux rares. Par contre, tous ensemble, si on met des moyens collectifs, cette voiture sans métaux rares, on va pouvoir la créer. Même actuellement, ce lithium qui passe par la mer, s'il passe par la mer, mais qu'il y a eu Beyond the Sea qui a permis de réduire l'impact carbone, eh bien vous avez réduit votre bilan carbone à vous aussi. Et donc c'est ça la contribution. La contribution, c'est utiliser la trésorerie en fait de l'entreprise pour aller plus loin et sauvegarder notre terrain de jeu. Parce que quand notre terrain de jeu sera mort, il n'y aura plus d'entreprise. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire, et il faut le faire de la façon la plus efficace possible. Chaque euro qu'on va investir, il faut qu'il ait une puissance de résultat. Je vous donne un dernier exemple. Dans tous les entrepôts où il y a nécessité de climatiser, il y en a énormément, que ce soit pour l'alimentaire, mais aussi pour d'autres denrées, vous avez besoin d'éviter d'utiliser des climatisations, de réduire l'utilisation des climatisations. Avec la solution que vous avez vue, la Cool Roof, qui est un revêtement qui renvoie les rayons de la lumière et crée un effet albédo extrêmement fort pendant 20 ans, vous allez là encore supprimer le besoin de climatisation ou le réduire considérablement. Et ça a un impact en tonnes de CO2 non émises, qui ne seront jamais émises grâce au fait qu'on s'en est occupé. Donc concrètement, participer à Team for the Planet, c'est mettre en commun des moyens, donc de réseau et d'argent. Pour ce qui est de l'argent, n'importe qui peut investir, que ce soit comme personne ou comme personne morale, sur le site web de Team for the Planet. Sauf dans les périodes où l'autorité des marchés financiers nous contrôle. C'est des périodes qui durent à peu près 1 mois et en ce moment, ils sont en train de contrôler pour qu'on réouvre une période de souscription le 1er décembre pour notre grande opération de levée de fonds entreprise. 80% de l'argent qui est investi par les actionnaires dans Team for the Planet, il est utilisé directement pour financer les innos et 20% pour les frais qui permettent de faire fonctionner Team for the Planet. Donc chaque innovation qu'on va financer, elle sera financée dans une structure propre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on prend du capital dans des entreprises qu'on va créer. Et le gain qui est généré, parce que quand on est actionnaire, une fois que l'entreprise soit est vendue, soit générera du dividende financier, on va récupérer de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Il va remonter à Team for the Planet. Et nous, notre parti pris, depuis le début, ça a été de ne pas utiliser cet argent pour distribuer du dividende financier aux actionnaires. Ce n'est pas parce qu'on trouve ça pas bien que les actionnaires récupèrent de l'argent. C'est parce que, dans le cadre de notre mission à nous, ça allait réduire l'efficacité. Tout simplement parce que quand vous avez proposé un rendement financier, eh bien, ça fait partie des objectifs que vous devez tenir et ça devient forcément l'objectif principal. Et donc, si vous avez le choix entre une innovation, par exemple, mettons une plateforme qui permet de faire de la RSE, ce qui est important, il faut des plateformes pour faire de la RSE, et une innovation radicale, industrielle, comme Beyond the Sea ou Léviathan que vous avez vu là, eh bien, vous allez aller plutôt vers la plateforme. Parce que la plateforme, vous connaissez, c'est un cycle court d'investissement, c'est quelque chose de maîtrisable, le marché existe, il n'y a pas de risque démentiel et le rendement, on connaît ce qu'il est. Si on veut vraiment pouvoir avoir la liberté absolue d'aller chercher des investissements qui ont un effet radical sur le climat, il fallait retirer cette nécessité de rendre un TRI. On ne savait pas si ça allait fonctionner quand on l'a lancé, mais force est de constater que ça fonctionne, à la fois parce qu'il y a
des milliers de personnes qui ont investi, des fonds d'investissement qui ne sont pas du tout des fonds de dotation, qui ne sont pas des fondations, qui font des investissements avec du rendement par ailleurs, qui ont investi dans Team for the Planet pour un rendement climat. Donc ça, on est super content que ça ait été démontré. Et on sait aussi que les innovations dans lesquelles on a investi, elles ont pu recevoir cet investissement grâce à cette liberté incroyable que nos actionnaires nous ont offert. Donc, sur le fonctionnement, vous avez compris, et ça prend 2 minutes sur le site de team-planet.com. Et là, vous devenez actionnaire dès que l'augmentation de capital se termine, puisqu'en fait, il y a des périodes de souscription. Et donc, au bout de 1, 2, 3 mois, selon les cas, vous devenez actionnaire. Vous avez la possibilité de créer une fiche entreprise sur le site web dans laquelle vous pouvez décrire ce que vous faites à votre échelle dans votre boîte pour réduire vos émissions. Et où, du coup, vous pouvez aussi avoir l'affichage de ce que vous avez investi pour Team for the Planet. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez le souhait de le faire, c'est possible. Tous vos salariés qui sont actionnaires de Team apparaissent aussi. C'est assez marrant de faire ça. Vous pouvez chercher votre entreprise. Elle existe déjà, puisqu'on est connecté avec toutes les entreprises par API. Et vous n'avez plus qu'à convertir la couleur, parce que si vous passez de violet à vert, ça veut dire que vous êtes passé d'entreprise où il y a peut-être des salariés actionnaires à entreprise actionnaire. Et ça change tout. On a créé un petit visuel pour les réseaux sociaux parce que quand on fait ce genre d'opération, c'est une communication assez massive, notamment sur LinkedIn. Alors, vous pouvez avoir l'impression à certains moments qu'il n'y a plus que l'opération, surtout si beaucoup de vos amis LinkedIn sont engagés. Ça peut avoir un côté anxiogène, on en est désolé, mais ça marche super bien. C'est ce qui permet de faire en sorte que ces opérations cartonnent et on en a absolument besoin parce qu'il y a énormément d'innovations qui sont passées par notre comité scientifique et qui n'attendent plus que l'investissement. Si vous participez à l'opération du 1er au 31 décembre, vous aurez un accès offert au logiciel ZEI qui vous permet de piloter une stratégie RSE. Donc si vous n'avez pas démarré ça ou si vous êtes en train de le faire mais que vous avez besoin d'aide, ça vous sera utile. Le but de votre investissement, c'est que vous puissiez communiquer sur cette fameuse contribution à la neutralité. Mais juste dire « j'ai contribué à la neutralité », ce n'est pas très clair. On a besoin de savoir qu'est-ce que ça a fait concrètement comme effet, comme impact. Et ça, c'est ce que permet Team for the Planet. Vous voyez, ça, c'est un exemple de poste que vous pourriez faire dans quelques années si vous êtes devenu investisseur. Vous avez la possibilité de dire, voilà, notre bilan carbone, c'est 82 tonnes. Vous pouvez dire, j'étais à 160 tonnes il y a encore 5 ans. Et là, vous avez vraiment très bien réussi votre mission de réduction. Et en plus, j'ai permis d'éviter 7 tonnes ou 10 tonnes ou 15 tonnes, ça dépend du montant que vous avez investi dans Team for the Planet, grâce à mon investissement, grâce à ma trésorerie. Parce que concrètement, investir dans Team for the Planet, c'est juste un placement pour le climat. Je mets de l'argent pendant une période. On verra tout à l'heure que vous pouvez récupérer cet argent au bout de 7 ans si l'entreprise Team for the Planet est en mesure de le faire. Mais en tout cas, on fait une réserve pour que vous puissiez le faire. Vous le placez pendant 7 ans. Il produit du dividende climat, donc un rendement climat dont on vous parlera aussi, qui vous permet d'afficher exactement le nombre de tonnes que vous avez été capable d'économiser grâce à cet investissement. Et ça, vous êtes sûr que c'est zéro greenwashing parce que ce n'est pas nous qui le calculons, c'est l'association dividende climat, qui est donc un tiers vérificateur. Donc, 31 décembre, on se bouge. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, on n'a aucune idée de savoir si c'est réaliste ou pas, mais peu importe. On s'est dit 10, 10, 10. 10 000 entreprises, 10 millions d'euros, 10 innovations qui pourront être financées grâce à cette levée de fonds-là. De toute façon, rien n'est impossible à partir du moment où l'énergie est là. Montrez aussi à tous que le climat, ça compte, parce que je pense que vous sous-estimez, tout le monde sous-estime, moi aussi je sous-estime, à quel point c'est important de montrer l'exemple. Votre entreprise compte pour d'autres. À partir du moment où vous vous êtes mis en action, vous avez participé à ça, eh bien c'est ça qui déclenche que plein d'autres vont le faire. Montrons aussi que les entreprises ont un rôle à jouer. Trop souvent, on a l'impression qu'on est le problème. Mais tout le monde est le problème. Les entreprises sont le problème, les citoyens sont le problème, tout le monde est le problème. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on adresse une vraie piste de solution, mais une vraie piste concrète, précise, réelle. C'est ça la question. Vous pouvez aussi offrir des actions à vos salariés parce que c'est bientôt Noël et qu'un cadeau comme ça, dématérialisé, avec un rendement CO2 pendant plusieurs années, c'est un cadeau qui reste. Vous pouvez communiquer auprès de votre communauté avec
des kits qu'on vous prépare, c'est hyper facile, tout est déjà fait, vous avez juste à faire copier-coller, vous personnalisez si vous voulez ou pas, un peu partout. Et en plus de ça, quand on devient actionnaire de 115 000 personnes, on a des actionnaires illustres. Alexandre Fayol de l'entreprise Advance, par exemple, a investi, Advance a investi 5 millions d'euros dans Team for the Planet, là, il y a quelques mois. Ça, c'est un exemple qui génère énormément de retombées positives et qui permet de financer à soi seul 5 innovations. Je n'ai pas dit que vous devez tous investir 5 millions d'euros, même si vous le souhaitez, c'est possible. Chacun investit en fonction de ses possibilités. Il y aura juste un minimum de 1 000 euros pour les entreprises sur cette opération. Mais aussi Jean Jouzel, qui est l'ancien vice-président du GIEC, la fois où le GIEC a été prix Nobel de la paix. Et puis plein d'entrepreneurs que vous connaissez. Je pense que vous connaissez peut-être Jean-Michel Aulas si vous vous intéressez au foot. Ça peut paraître fou, mais Jean-Michel Aulas a été un des premiers actionnaires majeurs de Team for the Planet. Il détenait un quart du capital de Team for the Planet quelques mois après notre création. Et l'Olympique Lyonnais nous a beaucoup aidés. On voit par contre que ça n'a pas aidé l'Olympique Lyonnais. Mais aussi énormément de PME, énormément d'entreprises qui ont déjà investi. Donc on est déjà à 3000. Le but, c'est de faire plus de x3 le nombre de participants déjà existants dans Team for the Planet au niveau entreprise. La roue du changement, il faut l'inverser, parce qu'à partir du moment où moi je me suis bougé, j'ai donné aux autres une énergie totalement différente. Parce que c'est vrai que quand on est les fesses assises dans sa chaise et qu'on dit c'est à vous de commencer, ça donne pas envie à celui qui est au bout du c'est à vous de se mettre aussi à bouger. Et ça change absolument tout. Et ça fait un bien fou à la personne qui s'y met. Donc inversons cette roue, passons de la roue de l'inaction à la roue du changement. Je pense que ça va être à Raphaël de revenir sur scène. Merci Mehdi. Merci Mehdi d'avoir représenté Team for the Planet et merci aussi d'avoir réservé au World Forum ici à Lille le lancement de cette nouvelle opération de coalition des entreprises. Bertrand, si tu veux bien me rejoindre. Bertrand, tu es un des anciens dirigeants de la Banque mondiale. Tu diriges maintenant un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like an Orange. Et tu es là pour nous donner des perspectives sur le monde dans lequel on vit, le monde de la finance, que tu connais bien. Première question pour toi, quelles sont les limites finalement du monde dans lequel on vit par rapport au financement de la lutte contre le changement climatique? Merci d'abord de m'avoir invité. Merci à Mehdi d'avoir suggéré que je lui succède. Il a bien extraordinairement chauffé la salle. Je crains de la refroidir un tout petit peu. C'est peut-être d'ailleurs ce dont on a besoin en parlant de changement climatique. Je pense qu'on est à un moment très, très intéressant de notre histoire collective au sens où on a un certain nombre de décisions à faire et on ne les a pas encore vraiment faites. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, les problèmes sont très clairement posés. Les engagements ont été pris, on l'oublie, mais en 2015, non seulement on a eu les accords de Paris sur le climat, mais quelques mois avant, on a eu les objectifs de développement durable. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le pins que je porte, qui ont été adoptés par les Nations Unies à New York et qui placent le changement climatique dans une perspective beaucoup plus systémique de transformation de notre modèle économique pour le XXIe siècle. On a quand même collectivement décidé, et je dis tous les États ont signé, même les États-Unis qui étaient sortis sont revenus, tous les États, normalement, se sont engagés à bâtir ensemble une économie qui soit durable, résiliente et inclusive. C'est la feuille de route qu'on s'est donnée. Simplement, quand on a choisi cette feuille de route en 2015, on s'est un peu dit que ça allait se faire tout seul. Alors, je caricature à peine, mais on n'a pas posé la question du comment on fait avec quel argent. En fait, on a dit on aimerait bien effectivement que les températures n'augmentent pas, on aimerait bien que tout le monde ait accès à la santé, on aimerait bien que l'eau soit disponible pour tous. Et en fait, il faudrait vraiment être un salaud pour ne pas vouloir ça. Donc, s'accorder sur des objectifs, c'était, entre guillemets, assez simple. Et donc, on est tous embarqués dans cette aventure. Mais on s'est dit, implicitement, puisque les objectifs sont nobles et généreux et qui sont bien posés, la main invisible du marché va faire le boulot. Ça va se faire tout seul. Et on a fait le pari que quelques pionniers allaient tirer la machine et que petit à petit,
on allait tous vouloir être des pionniers. Et malheureusement, on se rend compte 8 ans plus tard que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'on n'a pas finalement creusé cette question-là. Et c'est pour ça qu'on a d'une certaine manière succombé à 2 maladies assez classiques de nos systèmes. La première, je vais le dire en anglais, c'est more of the same, c'est-à-dire plutôt que d'innover, comme l'a rappelé Mehdi, et de casser les cadres, on a dit, ben là on a mis 1 milliard, on a raté, on va mettre 2 milliards, on va peut-être réussir. Alors, je crois que c'est Einstein qui a dit, c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va trouver une solution différente. C'est un petit peu ça qu'on a fait. Et puis l'autre maladie, c'est not invented here. C'est chacun a sa petite idée et on ne travaille pas ensemble. Donc chacun va dans son couloir, chacun pense qu'il a raison. Alors vous avez le couloir des ONG, vous avez le couloir des entreprises, vous avez le couloir des particuliers, le couloir des organisations internationales, le couloir des gouvernements, et chacun pense qu'il a raison. Et en fait, chacun a une petite partie de la solution, mais la vraie solution, on l'aura tous ensemble. C'est vraiment un sujet où il n'y a pas le public d'un côté, la société civile d'un autre et le privé d'un troisième. C'est un sujet où on travaille ensemble. Et ça, on n'a pas su le faire. Et donc, on se retrouve confronté aujourd'hui à cette difficulté où finalement, pendant 8 ans, on n'a pas pris le bon cap. On n'a pas pris le bon cap et on n'a pas profité d'un moment où l'argent n'était pas cher. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que l'équation de 2015, elle n'était pas facile et on ne l'a pas très bien posée. Maintenant, c'est la même équation, elle est beaucoup plus dure, on a beaucoup moins de moyens. Et en fait, on rentre dans le dur aujourd'hui. C'est pour ça que votre question, pour moi, il ne faut pas l'éviter. Même si on aime bien le déni, on aime bien dire on va voir. En fait, en 2015, et c'était peut-être le prix à payer d'une certaine manière pour vendre ces accords, on a dit on va vers une transition. Une transition, ce n'est pas très anxiogène. On passe son temps à faire des transitions. Et la transition, on a dit très concrètement, vous voyez, c'est pas grave, il suffit de diminuer vos émissions carbone de 1 ou 2% par an, virgule, pendant 30 à 50 ans. Bon. Mais on dit 1 ou 2% par an, ça fait peur à personne. Il y a 1 ou 2% par an, on est tous capables de faire un effort de 1 ou 2%. En tout cas, c'est ce qu'on croit. On a dit, il suffit de réallouer 1 à 2% de l'épargne mondiale. En fait, il y a plein d'argent dans le monde, il n'y a qu'à transférer de l'argent. Il suffit de. Et en fait, ce dont on se rend compte 8 ans plus tard, c'est que même ça, on n'a pas su le faire. Il a fallu le Covid pour qu'on se rende compte que quelques pourcents de baisse des émissions, ça supposait d'arrêter l'économie mondiale. En fait, ce n'est pas si anodin que ça. Et donc, on est passé d'un système où l'idée était de dire on transitionne. Je dis souvent, c'est comme traverser la plage. On fait un pas tous les jours et en 30 ans, on a traversé la plage et même pas mal. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au fond, ce n'est pas une transition dont on parle, c'est une transformation. Et une transformation, c'est beaucoup plus désagréable. Parce que dans une transformation, il y a des gagnants, il y a des perdants. Ça se fait plus ou moins vite. Et c'est dur. Enfin, je veux dire, on abandonne nos habitudes. Et ça, c'est très désagréable. Ça, c'est très dur. Et cette transformation, on voit bien aujourd'hui qu'elle cristallise les passions. D'un côté, vous allez avoir des associations qui vont dire, puisque vous avez compris que c'était une transformation et que c'est très urgent, il faut aller plus vite et plus fort, donc on n'en fait jamais assez, je caricature. Et de l'autre, vous allez avoir, et je vais caricaturer aussi, les républicains américains qui vont dire tout ça c'est des conneries, pardon d'être vulgaire, c'est beaucoup trop. Et donc vous allez être pris dans une espèce de mur à 2 claques, où quoi que vous fassiez, vous en faites soit trop peu, soit trop. Et on n'a pas touché au cœur de notre système. Donc pour l'instant, on est encore dans un système qui est très fragile, qui dépend de gens comme Mehdi et les 100 000 associés de Team for the Planet, qui dépend des engagements volontaires de telle ou telle grande institution, des engagements volontaires de tel ou tel État, et avec cette fragilité intrinsèque, quand on dépend de la décision d'un leader, d'un groupe, si ce leader change, si ce groupe change, vous régressez. Et on est finalement au cœur de la tragédie qui est la double tragédie qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est dure, parce que et c'est là que j'aime vraiment beaucoup ce que dit Mehdi, et on est content de travailler avec vous. En fait, la seule solution, c'est l'action. Dans la tragédie, si on se laisse paralyser par l'incapacité à faire, on reste prostré et on dit voilà, je vais attendre et puis je ne peux pas faire grand-chose. Cette double tragédie, elle est bien connue. La première, c'est ce qu'on appelle en économie la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'en fait, on bénéficie tous des communs, mais intuitivement, personne ne se dit « je vais payer ». C'est ce que tu as dit, Mehdi, en disant pourquoi moi, Français, je ferai un effort si le Chinois ne fait pas d'effort. De toute façon, je ne sais pas très bien contrôler ce qu'il fait, d'ailleurs, je ne lui fais pas confiance. Et donc, pourquoi est-ce que je me serrais la ceinture? Pourquoi est-ce que je ferais etc. Et donc, ce jeu, il est totalement délétère. Donc, comment est-ce qu'on organise cette gestion des communs? Et pire encore, à un moment
où la planète se désagrège. Parce que là aussi, non seulement on est sorti d'une période d'argent facile, mais on est aussi sorti d'une période où la mondialisation fonctionnait assez bien. Et elle fonctionne moins bien aujourd'hui. Donc cette tragédie des communs, on l'a là, juste devant nous. Et la deuxième tragédie, elle avait été présentée juste avant la COP de Paris en 2015 par Mark Carney, qui était à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, et qui présidait ce qu'on appelait le Financial Stability Board, l'organe de régulation de la finance mondiale. Et il avait dit, on a une tragédie qui s'appelle la tragédie des horizons. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, personne n'est en charge de ce qui se passe dans 10 ans. Personne ne se sent responsable. Le trader est responsable de la prochaine seconde, le directeur financier de ses résultats trimestriels, le patron de son plan stratégique à 3 ans, le président de la République de son prochain mandat à 5 ans, le gouverneur de banque centrale à 6 ans. Mais au fond, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont les horizons où ça va vraiment devenir très grave, il n'y a personne. Et donc vous avez ce double problème de qui est en charge et qui va payer. Et on se bat avec ça. Et là, vous avez deux attitudes. Soit, effectivement, on rentre dans l'action, soit on lit Voltaire, je veux dire, d'une certaine manière, de manière très mauvaise. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de Candide. C'est des choses qu'on lit au lycée. Et dans Candide, à la fin, le héros fatigué, qui a tout vu, dit tout là, ça va être très compliqué, j'arrive, je me pose et je vais cultiver mon jardin. Il faut cultiver son jardin. Et en fait, je pense qu'on fait une erreur de lecture. Aujourd'hui, on a tendance à dire on va cultiver notre jardin. Le climat, j'y comprends rien. Les réfugiés, ça me stresse. Le cyber, c'est épouvantable. La guerre. Donc moi, je vais m'occuper de mon village, de ma famille, de mon entreprise. Et si tout le monde fait ça, les veaux seront bien gardés. Et en fait, c'est une erreur de perspective, parce que ça ne peut pas être notre jardin au sens strict. C'est notre jardin planétaire. Et de même qu'on ne peut pas opposer la fin du mois et la fin du monde, comme on l'a fait souvent, on ne peut pas opposer notre jardin au sens strict et notre jardin au sens large. Et c'est tout ça qu'il faut adresser. Et donc pour répondre, je suis désolé, c'est un long détour pour répondre à la question, mais je pense qu'on est vraiment à ce moment où il faut qu'on change de braquet et qu'on le fasse intelligemment. Là aussi, j'ai été directeur général de la Banque mondiale, français, et souvent j'avais tendance à faire comme les Français, il faut qu'on. Voilà, il n'y a qu'à, faut qu'on. Et alors les gens en général éclatent de rire en disant « Ah ça c'est vraiment les Français ». Alors ils pensent qu'il suffit de prendre la Bastille, qu'il suffit d'abolir les privilèges, de couper la tête du roi, et là vous avez un nouveau système. Et puis après vous avez Bonaparte, Napoléon et Louis XVIII qui revient, donc en fait vous n'avez rien changé. Non, en fait ces sujets-là prennent du temps. C'est-à-dire qu'il faut inscrire les choses dans la durée. Nous on a tendance à croire qu'il y a un homme providentiel qui va faire ça, qu'il y a une mesure magique qui va faire ça, ça ne marche pas comme ça. C'est un travail très en profondeur, et je finis juste là-dessus. En fait, le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est un défi d'operating system, de double operating system. Operating system de notre planète, donc comment est-ce que la gouvernance mondiale, on arrive à la remettre à fonctionner, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, elle ne marche pas, et operating system économique. Et là, c'est vrai que j'aime beaucoup l'approche par le dividende climat, parce que ça bouscule. Le dividende climat, mais attends, ça rentre pas dans les... J'ai pas appris ça en finance. Qu'est-ce que c'est que ce dividende climat ? L'operating system aujourd'hui dans le monde, il a été posé finalement il y a 50 ans par deux grandes décisions consécutives, 1970-1971. En 1971, le président Nixon, président des États-Unis, décide unilatéralement de suspendre la convertibilité en or du dollar. Jusque-là, on avait un système organisé. Vous aviez l'or, le dollar, les autres monnaies, le FMI qui vérifie que tout ça fonctionnait. Et c'était un système organique, organisé. Ça fonctionnait. Richard Nixon dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus convertir vos dollars en or. Et alors là, on bascule dans un autre univers qui est l'univers dans lequel on est aujourd'hui. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on passe d'un système organisé à un système où c'est le marché qui dit. Si je vous demande combien vaut un dollar aujourd'hui, vous allez me dire ça vaut tant d'euros. Je dis super. Et un euro, ça vaut combien? Ah ben ça vaut tant de dollars. Et en fait, on est habitué à ça. On a totalement intégré que les valeurs se fixent sur un marché. Et qu'on pense d'une certaine manière qu'il n'y a pas d'alternative. Que c'est comme ça que ça marche. Et donc, on est habitué à ce que voilà, le marché soit le lieu où on détermine la valeur des choses. Deuxième conséquence, s'il n'y a plus de référent comme l'or, il n'y a plus de limite. Donc ce jour-là, on a inventé non seulement le billions, mais le trillions, le quadrillions. On a inventé la fiat money. En réalité, la seule limite qu'on a, c'est la confiance qu'on a dans les banques centrales à faire en sorte que ça fonctionne. Donc on a basculé dans un autre système financier. L'explosion de la sphère financière, c'est ce jour-là. Et quelques mois auparavant, et c'est d'une certaine manière la deuxième phase de ce changement, le 13 septembre 1970, l'économiste Milton Friedman, qui n'était pas encore prix Nobel,
prenait parti dans un débat qui agitait les États-Unis. Le débat était le suivant. General Motors, première entreprise américaine, se posait la question de savoir s'il fallait élargir sa gouvernance à des représentants du public interest, ce qu'on appellerait la société civile ou les parties prenantes aujourd'hui. C'était assez novateur, il y a 50 ans. Et en disant, voilà, on va mettre 3 personnes au conseil d'administration qui vont représenter la nature, les communautés, etc. Et Milton Friedman fait un article très, très dur dans le New York Times dans lequel il dit ça n'a aucun sens. Le public interest, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de public interest. Il dit le public interest, c'est l'État, c'est les communes, c'est les communities, c'est tout ce que vous voulez. L'objet social de l'entreprise, c'est d'accroître son profit. C'est de là que ça vient. Et donc, en quelques mois, on bascule dans un monde où c'est le marché qui fixe la valeur et où l'entreprise s'inscrit dans ce marché et n'a d'autre objectif que d'accroître son profit. Où le profit devient la fin en soi. Et le public interest, tout ce dont on parle dans ce forum, est ailleurs. Et en fait, on s'est coupé, d'une certaine manière, de l'humus de cette entreprise. Et donc, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est recréer ce lien et changer ce système. Et je conclus là-dessus. L'enjeu, c'est vraiment de transformer, et je reprends une formule d'un économiste britannique que j'aime beaucoup, Colin Mayer, qui dit l'objet social de l'entreprise, ça ne doit pas être de maximiser le profit. L'objet social de l'entreprise doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. C'est-à-dire que le profit n'est pas mauvais, le profit n'est pas une fin en soi, le profit est un moyen en vue d'une fin, et cette fin, c'est nous sur cette planète, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autre planète, et c'est nous. Ce n'est pas un tableur Excel qui maximise le profit à l'infini. Et c'est cette bascule qu'il faut qu'on opère, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, on voit bien qu'en ce moment, c'est ça qui bourgeonne de partout, et on n'arrive pas à basculer. Alors justement, tu nous as parlé de cette bascule, tu nous as parlé du changement d'operating system. Comment est-ce qu'on peut l'enclencher? C'est quoi les leviers qui vont permettre de passer à l'action à ce niveau-là? Alors, je vais reprendre un peu ce que disait Mehdi, c'est-à-dire que je crois quand même que l'économie de marché est à peu près ce qu'on a inventé de mieux pour gérer des ressources rares sous contrainte. On a essayé pas mal de choses alternatives, ça ne s'est pas très bien passé. Simplement, l'économie de marché, c'est un outil. Donc la question, c'est quelles contraintes on lui impose. Je fais souvent le parallèle avec l'eau. L'eau, elle suit la ligne de plus grande pente. Vous la laissez filer, elle prend le chemin le plus simple et elle descend. L'économie de marché, si vous ne mettez pas de contraintes, elle va faire pareil. Elle va suivre la ligne de plus grande pente. Maximisation à tout prix. L'économie de marché, comme l'eau, vous pouvez la canaliser. Et pour moi, la canaliser, c'est 2 murs. C'est assez facile. Il y a un premier mur qui est celui auquel les Français pensent en premier, qui est le mur réglementaire, fiscal, en gros le rôle de l'État. Voilà ce que vous avez le droit de faire, pas faire, etc. Et c'est très important. Et vous avez le deuxième mur, qui est le mur Team for the Planet, qui est de dire, au fond, dans l'économie de marché, il y a un mot super important, c'est marché. Le marché, c'est vous comme consommateur, c'est vous comme producteur, c'est vous comme travailleur, c'est vous comme entrepreneur. Et effectivement, il ne faut pas compter qu'un seul mur suffira. Il ne faut pas dire ce que tu disais, j'attends que le gouvernement bouge. Ça n'arrivera pas. Si vous ne mettez pas la pression, le gouvernement va prendre un risque politique. Et donc, il faut qu'on enclenche cette double révolution de pression des gens et de pression des États. Et sur toute la planète. Et voilà. On reparlera peut-être de cette manière justement de travailler sur la pression des gens et la pression des États. Donc, tu diriges du coup maintenant un fonds qui s'appelle Blue Like an Orange. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe pour toi avec les gens qui font les décisions d'allocation d'actifs? Quelle est la part finalement de sensibilité au réchauffement climatique et comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions sur le sujet de l'allocation? Là, on est en plein dans les contradictions de notre operating system. C'est-à-dire que les gens sont intelligents. Je veux dire, tout ce dont on parle, les gens l'ont compris. Après, on rentre dans un système, le jeu des tragédies dont je parlais tout à l'heure. Qui est en charge, qui a le droit de faire quoi? Et je dis souvent que j'ai 2 jobs. J'ai un job de jour, un day job pour parler franglais, qui est de montrer, un petit peu comme Team for the Planet, que le système que j'ai décrit, qui est notoirement insuffisant et problématique, ne nous interdit pas de faire quelque chose. Au fond, le système, il est neutre. Il ne vous empêche pas de faire des choses bien, mais il ne vous empêche pas de faire des choses mal. Il ne vous récompense pas si vous faites du bien, il ne vous punit pas si vous faites du mal. Mais en tout cas, le système n'est pas une excuse pour ne rien faire. Ça abriter le système, ce n'est pas possible. Donc, Blue Like an Orange comme Team for the Planet, je pense qu'on est une approche qui montre que dans le système actuel, on peut quand même faire bouger les curseurs. Et puis j'ai un job de nuit ou un job de matin comme aujourd'hui, où, quand même, si on touchait au système, ça serait quand même plus simple. Et donc pour moi, il y a 2 sujets. Faire le maximum dans le système tel qu'il est et travailler sur la transformation du système. Et alors travailler sur la transformation du système, ça veut dire effectivement convaincre les gens que ça ne se passera pas sans eux.
Ça veut dire aussi rentrer dans le dur, c'est-à-dire travailler sur des sujets qui sont absolument pas fun, absolument pas glamour, travailler sur les normes comptables, travailler sur les règles de gouvernance des entreprises, travailler sur les obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent, etc. Parce que les personnes qui vous confient de l'argent, ils ont eux-mêmes de l'argent reçu d'autres. Ils sont soumis à des règles. Et les règles qui s'imposent à eux, c'est d'être rémunérés pour le risque qu'ils prennent, telles que les règles fonctionnent aujourd'hui. D'une certaine manière, si vous demandez à vos enfants c'est quoi le profit, ils vont vous faire une réponse d'épicier ou de Monopoly. C'est mes revenus moins mes coûts. Et moi qui étais directeur financier, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Le Tartre ici, la même activité économique mesurée en 2023, en 2003, en 1983, en 1963 n'aura pas le même résultat. Parce que les règles changent. Le profit, c'est une norme sociale à un moment donné. On se met d'accord sur des manières de calculer les revenus, sur des manières de calculer les coûts. Donc il faut toucher à ça. Il faut qu'on rentre dans le dur de ces sujets-là. Donc c'est pas très drôle, ça intéresse personne, etc. Et tant qu'on ne rentrera pas dans le dur, on sera dépendant de pionniers, on sera dépendant d'initiatives innovantes, mais le système va freiner les gens. Ils ont des règles. Les gens disent « formidable ce que vous faites, mais moi, j'ai un certain nombre de sujets ». Et deuxième point, la vraie difficulté à laquelle je suis confronté, c'est que moi j'investis non pas en France, mais dans les marchés émergents. Alors ça peut changer, mais dans les marchés émergents, c'est-à-dire Amérique latine, Afrique, Asie. Et ça, c'est un sujet qui n'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Et on en revient au jardin. On peut changer le climat en France, mais si on ne le change pas au Nigeria, au Brésil, on n'a rien changé. Pas trop d'impact. Et justement, tu nous as parlé des limites et des règles sur lesquelles il serait intéressant d'agir. C'est quoi pour toi, si on devait retenir une chose, une limite ou une règle sur lesquelles ce serait intéressant qu'il y ait un effort collectif pour aider ce pivot, tu choisirais laquelle? J'ai choisi ce qui est le moins attractif, si je puis dire, c'est de rentrer dans le dur des normes comptables. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a lancé un effort très important, un peu tendu d'ailleurs, entre l'Europe et le reste du monde, pour déterminer ce qu'on appelle l'extra-financier. Donc de quelle manière est-ce que vous parlez de vos émissions carbone? De quelle manière est-ce que vous parlez de l'écart homme-femme? De quelle manière est-ce que vous parlez de la biodiversité? Tous ces sujets environnementaux et sociaux. Donc il faut déjà qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle. Ce qui n'est pas si simple que ça. Donc, on voit bien, ça prend un peu de temps. La deuxième étape, une fois qu'on sera mis d'accord sur de quoi on parle, c'est combien ça coûte. Voilà, on parle de la tonne de CO2. C'est là que ça devient plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et la troisième étape, et pour moi c'est de l'aboutissement, c'est une fois qu'on sera mis d'accord sur ça, est-ce qu'on sera capable de le faire rentrer dans nos comptes de résultats? Est-ce que votre compte de résultats enregistrera chaque année ce que vous consommez pour l'instant gratuitement des ressources que la planète met à votre disposition? Est-ce que vous consommez gratuitement du bien-être social? Est-ce que vous consommez gratuitement du dévouement des populations? Pour l'instant, tout ça, ça n'existe pas. Comme m'a dit un de mes investisseurs, Bertrand, moi j'investis dans ta performance financière et l'impact, c'est cadeau. Ça n'a pas de valeur. C'est bien ça le problème aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'impact, mais voilà, je me sens bien, mais ça ne rentre nulle part. Tu as parlé de 2 murs tout à l'heure. Un de ces murs, donc il y a écrit TFTP dessus. C'est quoi ton regard sur Team for the Planet? Moi, c'est un regard admiratif et bienveillant. J'ai eu la chance de participer à un podcast pratiquement au tout début de Team for the Planet, pendant le Covid d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est par rapport à ce que je disais au début, il casse les 2 règles qui nous paralysent. La première, c'est more of the same. Ce qu'ils ont fait, personne ne l'avait fait avant. Donc ça, c'est pas mal. C'est radical de dire, voilà, on peut essayer autre chose. Et la deuxième règle, c'est not invented here. Leur système est par construction collaboratif. Et après, on peut rentrer dans le détail, et Mehdi l'a fait très bien. Mais fondamentalement, on a besoin d'avoir 1000 initiatives, pas forcément 1000 Team for the Planet, mais 1000 approches différentes qui secouent les choses et qui montrent qu'on peut faire un certain nombre d'innovations et qui vont petit à petit aboutir à modifier les règles de ce système qui sont un carcan aujourd'hui. C'est ça qu'il faut, c'est montrer, et l'action est importante, parce qu'encore une fois, si on ne bouge pas, le politique ne va pas bouger, il ne va pas aller au-devant de vos désirs, surtout sur des sujets un peu casse-gueule comme ça. Et la formule qui fait écho à ce que disait Mehdi tout à l'heure, au fond, c'est dans Guerre et paix de Tolstoï, je crois le héros, un des héros, parce qu'il y a beaucoup d'héros dans Guerre et paix, le prince André dit « Tout le monde veut se changer soi-même, tout le monde veut changer le monde, pardon, personne ne veut se changer soi-même. » Donc comme tu l'as dit, on aimerait bien que ça commence chez le copain. Non, il faut que ça commence ici, et au cœur de Team for the Planet, il y a ça, et puis il y a l'innovation. Je pense là aussi à l'innovation non seulement dans la collecte des financements, mais l'innovation dans l'utilisation des financements et la mobilisation de ressources, et des dizaines de scientifiques qui bénévolement vont regarder ça. C'est un changement de paradigme, on a besoin de ça.
Top. Mehdi, tu connais très bien Bertrand. Est-ce qu'il y a une autre question que tu as envie de lui poser? Oui, en fait, ce qui est assez incroyable avec la rencontre avec Bertrand, c'est que nous, on n'est pas du tout du monde de la finance, on est plutôt du monde des financés, on va dire, parce quand on a monté des PME, des startups. On avait vraiment un très très gros doute sur le fait que ce qu'on avait porté comme intuition, ça allait rencontrer de l'écho et que des gens allaient s'y retrouver. Et le fait, comme tu le dis, qu'au bout de quelques mois, on fasse ta rencontre et qu'on se rend compte qu'en fait, cette réflexion qu'on a, elle est portée aussi au niveau de la finance internationale. Alors, je pense que tu n'as peut-être pas 50 autres personnes qui le font, mais en tout cas, que ça existe, ça nous a fait un bien fou, en fait, de savoir que ça existait aussi. Et comme tu l'as dit toi au début, il n'y a pas besoin de forcément être 100%, il suffit que 3, 4, 5% se mettent en action pour que ça bouge. Donc ça, c'était ultra rassurant de faire ce constat-là. Et en fait, de façon très très concrète, ce que tu dis sur la façon dont la finance est organisée, quand on dit le seul objectif d'une entreprise, unique entreprise, c'est d'arriver à maximiser le profit, ça va tellement loin que nous, ça a été un blocage. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a voulu déposer nos statuts, l'autorité des marchés financiers nous disait vous ne pouvez pas interdire la répartition du dividende financier, c'est contraire au code civil. Donc, heureusement, il y a un avocat qui nous a dit le seul truc, c'est qu'on peut dire que la répartition du dividende financier sera possible que quand un certain événement arrivera. Donc on a dit quand la température de la planète sera revenue à ce qu'elle était en 1850. Ça va prendre un peu de temps. Ce ne sera pas forcément tout de suite, mais ça a permis de régler le problème. Et ça montre bien à quel point il faut twister en fait les règles pour arriver à s'en sortir, et c'est très souvent le cas. Tu veux nous parler d'autres règles justement sur lesquelles vous avez échangé avec Bertrand et sur lesquelles vous avez des initiatives en commun? Oui, alors Bertrand, lui, lève des centaines de millions d'euros auprès de grands acteurs institutionnels qui ne sont pas accessibles à nous pour l'instant, parce que comme il nous l'a expliqué, en fait, il y a des statuts qui font que certains acteurs ne peuvent pas investir dans Team for the Planet, tout simplement parce que ça leur est interdit pour l'instant. Donc il faut arriver à toujours trouver des solutions de contournement. On en crée de plus en plus. Les tout premiers investissements qu'on pouvait recevoir il y a encore 2-3 ans, les plus importants, c'était en centaines de milliers, maintenant c'est en millions d'euros. Et c'est là-dessus que Bertrand nous aide énormément dans la compréhension des dispositifs, pour pouvoir trouver des façons que chaque année on soit capable d'aller chercher des sommes plus importantes, parce qu'en fait rien n'est impossible, et peut-être qu'on pourra lever des milliards pour du dividende climat dans quelques années. Si on est capable de le faire en millions maintenant, c'est qu'il n'y a aucune raison que plus tard ça soit possible. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a de l'argent. Ce qui est très frustrant aujourd'hui, c'est qu'en réalité, on devrait réussir. On a tous les ingrédients. On n'a jamais eu autant d'argent disponible. Comme je dis, on a inventé le trillions. Au début du Covid, on s'est dit oulala, et puis brusquement, on a trouvé 12 000 milliards de dollars en quelques jours. L'an dernier, en France, on a mis un bouclier sur le prix de l'essence. Plusieurs dizaines de milliards. Donc quand on est dos au mur, on trouve. Donc il y a de l'argent. Mais effectivement, c'est un argent qui obéit à un certain nombre de règles. Donc comment est-ce qu'on peut tourner autour de ça? Ça, c'est une question fondamentale. Ce qui est vraiment dommage, et ça, je pense qu'on aura nos yeux pour pleurer pendant un certain temps, c'est que pendant une dizaine d'années, on avait de l'argent à taux très faible, voire zéro, et qu'on n'en a pas profité pour aller plus vite. Ça, c'est vraiment quelque chose de très regrettable. Donc on a beaucoup d'argent disponible, en théorie. On n'a jamais eu autant de gens qui cherchent. Je veux dire, quand Galilée et Newton cherchaient, ils étaient quelques dizaines sur toute la planète. Aujourd'hui, on a des millions de gens qui cherchent, donc statistiquement, des millions de gens qui trouvent. Donc on a les ressources. On voit bien tous les parfois fantasmes technologiques, ça, mais en théorie, on a de l'argent, on a des technologies, on a toute une série de solutions qui sont testées, vous en financez un certain nombre. On a des institutions, et on ne va pas réinventer les Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Le problème, c'est que tout ça ne fonctionne pas très bien. Et on revient au sujet de la tragédie des horizons. Ce qui était fascinant dans le Covid, et c'est au fond le Covid qui me donne de l'espoir, c'est que quand on a été dos au mur, quand on s'est retrouvés tous bloqués chez soi, on a trouvé de l'argent. Et je ne suis pas un grand fan de Donald Trump. J'habitais aux États-Unis à l'époque, mais il faut lui reconnaître ce mérite qu'il a été le premier chef d'État dès mars 2020 à dire il y aura un vaccin à la fin de l'année, pas de panique. Emmanuel Macron dit il nous faudra 3 ans.
réalité, c'est qu'on ne savait pas. Enfin, mais la confiance dans la capacité de la planète à trouver des solutions quand elle est vraiment dos au mur. Voilà. Alors la difficulté avec le climat, c'est qu'on peut argumenter qu'on est déjà dos au mur, mais en fait, ouais, peut-être pas, peut-être pas. Puis on a toujours des explications, mais encore un peu dans le déni. Donc mon espoir, c'est que dos au mur, tout ça s'accélère. Et c'est probablement ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors le point qui pour moi est très sensible, et je reviens sur ce que je disais à la fin de mon propos précédent, c'est qu'on ne se sauvera pas tout seul. On ne va pas sauver le jardin français tout seul. Et ça, c'est un sujet majeur, on le voit bien dans le monde aujourd'hui. Il y a une fracture grandissante entre l'Occident et ce qu'on appelle le Global South, le Sud global aujourd'hui, qui est en partie lié à ça, avec un sentiment que le changement climatique, c'est pas de notre faute, c'est nous qui souffrons, vous nous mettez la pression, vous nous faites la morale et vous ne donnez pas d'argent. Et donc là, on voit bien que ça crispe à tous les étages. Il nous reste deux petites minutes. Une question du coup d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine COP, à ton avis ? Alors ça, c'est toujours la question à 100 milliards, parce que c'est précisément le montant qu'on attend. Je pense qu'il faut être raisonnable sur les COP. C'est des lieux de cristallisation. Des COP comme celle de Paris, il n'y en a pas tous les ans. Paris, c'était très symbolique, parce que c'est la première fois que tout le monde soit d'accord sur une feuille de route. Avec le prix qu'on a accepté de payer à l'époque, qui était une feuille de route sans police, enfin, en gros, volontaire. Non contraignante. Oui, mais enfin, en même temps, il y avait une feuille de route. Maintenant, on peut tous se positionner par rapport à ce qui a été dit à Paris. Puis, il y a eu un certain nombre de progrès. C'est très compliqué de savoir s'il y aura des progrès à la COP ou pas. Ce qui est très frustrant aujourd'hui, c'est que globalement, le mouvement est parti. On investit maintenant sensiblement plus dans le renouvelable que dans le fossile. On continue à investir dans le fossile, mais on investit sensiblement plus dans le renouvelable. On voit bien, on est là aujourd'hui, on voit bien que partout la prise de conscience a augmenté. Ce qui est très dur, c'est que ça ne va pas assez vite. Et qu'en fait, le sujet, il est sur un autre 20 ans. L'idée qu'on va trouver des solutions techniques. L'idée qu'on va trouver des solutions techniques qui vont apporter vraiment la capacité à traiter le problème dans les 5 ans, ça n'existe pas. Et donc, il y a cette frustration majeure où on attend un peu d'une forme de pensée magique de la COP. Ils vont décider que. J'ai dit, même si la COP dit, ce qui est très improbable, que l'arrêt des combustibles fossiles est programmé, il n'y a pas un bouton on-off, ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que les gens se parlent, c'est qu'on avance, que c'est un endroit où, au fond, ce qui est assez nouveau, vous avez à la fois les États, les entreprises, la société civile. Enfin, c'est un endroit où on invente une nouvelle forme de diplomatie, et il n'y a pas tant d'endroits dans le monde aujourd'hui où on se parle. Il faut quand même rester assez modeste. Moi, je trouve qu'on a, comme je disais, une détérioration de la gouvernance mondiale. Et les COP restent un endroit où il se passe quelque chose. Alors, pas forcément assez, mais quelque chose. C'est pas suffisant, mais c'est un pas vers la dynamique de l'action et un pas sur lequel on peut aussi, par les actions qu'on fait, finalement mettre une pression pour que les choses aillent plus vite. Oui, encore une fois, je rebondis sur ce que disait Mehdi. Quand on est face à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, on peut rester paralysé en disant « je suis submergé, tout va mal ». Il y a certains arguments qui militent dans ce sens. Et puis en même temps, se dire, voilà, l'antidote c'est l'action, donc c'est commencer. Alors quelquefois, je fais un dernier détour par la littérature, quelquefois j'ai le sentiment, comme Sisyphe, de pousser mon rocher, et puis le rocher retombe. Mais il faut se rappeler la merveilleuse conclusion de Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, puis peut-être qu'un jour le rocher va basculer de l'autre côté, c'est à ce à quoi on travaille. Continuons en tout cas à pousser. En attendant, merci beaucoup Bertrand de ton intervention. Merci Mehdi. Et je vais inviter Laurent Bazin à nous rejoindre. On peut peut-être reprendre la présentation sur les écrans. Laurent, tu es dirigeant de PKF Arcillon, tu es fondateur d'Axis. Tu es expert comptable, commissaire aux comptes. Et tu vas nous parler un petit peu compta finance. C'était déjà très clair quand Mehdi a donné quelques éléments tout à l'heure. Mais avec un expert comptable, c'est quand même un petit peu plus rassurant que ce jeune homme là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Il ne faut pas être expert comptable pour comprendre comment fonctionne Team for the Planet. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est évidemment que c'est un investissement qui est simple à faire. Comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, quelques clics. Et effectivement, la volonté est engagée. Et
d'y parvenir. Alors Il y avait quelques éléments sur la différence entre sur la nature de La première chose qui est important à retenir, c'est que d'acheter des actions dans Team for the Planet, eh bien, la première chose, c'est que c'est une immobilisation. En fait, ça s'inscrit comme un actif. C'est pas une charge, donc ça vient pas dégrader le résultat de l'entreprise. C'est évidemment le premier point qui est important. C'est la trésorerie, sur la trésorerie qu'on investit dans ce projet. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que Team for the Planet, c'est une société d'investissement, comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, et donc c'est pas un don. Donc on n'attend pas de ça, une défiscalisation, un avantage fiscal. A contrario, le fait d'investir chez Team for the Planet ne coûte pas de fiscalité supplémentaire. Et puis la troisième chose qu'a dit Mehdi tout à l'heure, c'est qu'effectivement on est dans une perspective quand même de liquidité à 7 ans, avec l'espoir de récupérer l'intégralité, et Mehdi l'a expliqué, de son investissement. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Et puis ce que n'a pas dit Mehdi, c'est qu'évidemment tout sera fait pour vous inciter par la suite à réinvestir cet argent, parce que l'idée aussi c'est de s'inscrire sur une durée longue, c'est du temps long, et donc évidemment l'important c'est de pouvoir se projeter et projeter les investissements que fait Team for the Planet. La troisième chose qui est importante, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la notion de dividende climat qui a cette résonance tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dividende financier, là aussi on vous l'a dit, et donc c'est important de le concevoir, de se dire, en fait l'objectif de ça, c'est que dans chaque investissement que je fais, ma contribution, elle est sur de la réduction ou de la captation de CO2. Et comment ça se matérialise ? Ce fameux dividende climat, un dividende climat correspond à 1 tonne d'équivalent CO2, c'est-à-dire que si l'entreprise que l'on fait, évidemment, que l'on accompagne, qui est accompagnée par Team for the Planet, dégage 1000 tonnes équivalent CO2, en contrario, si moi j'ai investi 10%, je vais pouvoir bénéficier de 100 tonnes de contribution à cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment significatif, surtout pour des entreprises qui, comme tout à chacun, savent très bien qu'on ne pourra pas arriver à cette neutralité carbone, et que pour nous accompagner, que pour accélérer le mouvement, il faut trouver des solutions. Et Team for the Planet fait partie de ces solutions d'accélération qui sont importantes. C'est quoi ton regard sur l'évolution de la prise en compte de l'extra-financier de manière générale ? Comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, il y a une réforme de toute la normalisation comptable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse, parce que la réglementation nous l'impose, et que beaucoup de professionnels, on a parlé de direction financière, on a parlé d'expertise comptable, de commissaire aux comptes, l'audit en général, s'intéressent évidemment à ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que la réglementation va nous imposer, et nous impose dès à présent, de matérialiser, d'identifier quelles sont nos contributions à la fois sociales et environnementale. C'est vrai que ce qu'a dit Mehdi tout à l'heure dans la démarche d'accompagnement de Team for the Planet, la première chose évidemment, c'est faire son bilan carbone, c'est d'identifier effectivement ses émissions, c'est de comprendre ce que c'est qu'une émission de gaz à effet de serre, et puis ensuite c'est de pouvoir agir. On a des actions qui peuvent paraître non pas évidentes, parce qu'il n'y a rien d'évident, mais il y a des actions qui sont concrètes, qui sont efficaces, qui peuvent évidemment être effectuées demain matin par tout à chacun ici, à la fois en tant que citoyen, et c'est surtout effectivement en tant que citoyen, et puis aussi en tant que chef d'entreprise et au niveau des entreprises. Donc il y a des actions directes. Et puis, dans nos trajectoires, il y a des choses qu'on ne pourra pas atteindre. Nous-mêmes, on avait une trajectoire à 50%. On sait qu'on ne l'atteindra pas à horizon 2030. On ne l'atteindra pas parce que les écosystèmes font qu'aujourd'hui, c'est difficile d'atteindre cet objectif. On est plutôt à 32%. Et donc, il nous faut ce petit coup de pouce complémentaire de captation et de réduction. Et c'est vraiment ça qui est important. On n'est pas sur de la compensation, on est sur de la réduction, on est sur la captation. Et Team for the Planet, encore une fois, est un accélérateur de ces processus. Merci beaucoup Laurent. Tu peux rester avec nous, on va voir le témoignage de 5 entrepreneurs qui sont engagés sur le sujet. Je les vois dans la salle un peu partout, vous pouvez nous rejoindre. Hervé, Benoît, Alice, Nicolas. Venez prendre place dans ces canapés très confortables. Hop, tu dois voir un slide après. Bienvenue à tous.
Allez-y, est-ce que vous avez trouvé un micro? Allez-y messieurs, n'hésitez pas à vous servir. Laurent, on continue un petit peu avec toi. Je t'ai présenté très rapidement. Tu as créé Axis il y a 20 ans et tu étais entreprise à mission depuis 2021. Oui, tout à fait. En fait, on a eu cette volonté de se déclarer dans un processus RSE au départ, je dirais même performance globale, puisque membre du Centre des jeunes dirigeants à l'époque, on a été influencé par ces sujets des enjeux à la fois sociaux et environnementaux, principalement sociaux-sociétaux d'ailleurs, je dirais plutôt qu'environnementaux. Et donc on s'est engagé dans une démarche RSE qui nous a amené peu ou prou à transformer nos modèles, transformer notre façon de travailler à la fois en interne, sur le plan du management et de l'organisation, et puis avec nos clients sur le plan de les ouvrir à ces questions-là, effectivement les concerner sur ces sujets. Et en 2019, quand effectivement sont apparus à la fois le rapport Sénart et Nicole Notat, et puis ensuite la loi Pacte, eh bien on s'est dit que l'occasion était trop belle de se projeter sur cette notion d'entreprise à mission, à la fois pour embarquer, là aussi c'est toujours le sujet, d'embarquer à la fois les collaborateurs dans un projet qui a du sens, et puis aussi d'embarquer nos clients et nos fournisseurs dans ce même projet. Et donc on a basculé effectivement en 2021, on s'est déclaré en 2021 avec un projet qui nous animait. Et alors tu nous as donné rapidement quelques chiffres, j'aimerais bien que tu reviennes dessus. C'était quoi la mission? C'était quoi ton objectif de réduction quand tu étais entreprise à mission et qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Alors trois grands objectifs. Un premier objectif, c'est évidemment d'accompagner l'ensemble de nos collaborateurs, d'attirer les talents, de les former, de les accompagner dans une démarche d'amélioration continue, de formation et de se réaliser. Il y a un deuxième objectif d'animer notre croissance avec ces dynamiques justement à la fois sociales et environnementales, et donc d'embarquer nos clients. Et puis la troisième, avec un comité de pilotage qui s'appelle Planète, dont l'objectif était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif très clair, 50% horizon 2030. On était en 2020 à l'époque, et puis on a fait notre premier bilan carbone versus 2019, et puis on l'a fait tous les ans. Et en travaillant avec l'ADEME dans un programme qui s'appelle Acte pas à pas, cofinancé donc par l'ADEME, eh bien on s'est aperçu que globalement notre trajectoire nous faisait aboutir à ces 32%. On n'arrivait pas à obtenir notre objectif de 50%. Et donc maintenant aujourd'hui on cherche d'autres solutions pour nous accompagner, toujours d'embarquer notre écosystème, parce qu'en fait on ne peut arriver à ces objectifs que si notre écosystème globalement s'engage dans cette démarche, donc nos clients, encore une fois, nos collaborateurs, sur des choses simples, la mobilité par exemple, qui est un sujet pour nous important, à la fois sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, entre le lieu de travail évidemment nos clients, parce qu'on continue d'aller voir les clients, on continue d'avoir cette dynamique de proximité. Et donc comment on travaille là-dessus avec nos collaborateurs, et puis après comment on travaille avec nos clients, sur tout l'aspect par exemple numérique responsable, sur des aspects d'investissement. Voilà. Et alors, dernière petite question très rapide, qui t'a parlé de Team for the Planet? Alors c'est très rapide, j'ai dit. Sur mes collaborateurs. En fait, c'est un collaborateur qui était un midi sur les fameux webinaires de Team for the Planet. Et en fait, je lui ai demandé, je pensais que c'était un webinaire professionnel, ça n'en était pas un. Il m'a expliqué ce que c'était. Et puis j'ai creusé, j'ai fait comme lui. Je suis allé, je crois que c'est tous les jeudis entre midi et 2, je crois. Et donc je suis allé comme lui voir un ou deux webinaires et je me suis dit tiens, il y a un truc là intéressant. Et puis il y a eu cet événement sur l'île For the Planet. Ouais. Et là, j'ai basculé en me disant il faut qu'on y aille, quoi. Ok, l'étincelle, c'était un collaborateur. Trop chouette. Merci Laurent. Benoît, tu es un serial entrepreneur. Tu diriges plusieurs PME dans le domaine des fenêtres et de la fermeture de manière générale. Merci de ta venue aujourd'hui. Benoît, qu'est-ce qui t'a touché chez TFTP? Alors, tout d'abord, moi j'ai l'impression d'être un imposteur parce que j'ai à peine fait une bonne action en supportant Time for the Planet et me voilà devant vous. Donc au début j'ai hésité, puis finalement je me suis dit que c'était peut-être la deuxième bonne action de venir. Exactement. Voilà. Ce qui m'a touché, c'est la dynamique. 4 ans, 25 millions collectés, déjà des innovations qui font du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est impactant. Après, l'idée que ce soit des entrepreneurs sensibilisés sur la planète qui agissent pour d'autres entrepreneurs sensibles à la planète. Et puis voilà.
Et ça, c'est ton côté entrepreneur. On ne peut pas tout attendre des autres et on y va. Oui, c'est sûr que ça, c'est un truc, ça a encore résonné tout à l'heure quand Mehdi le disait. On ne peut pas tout attendre des autres et c'était une façon de se mettre en action. Ouais. Qu'est-ce qui a été décisif pour toi dans le fait, à un moment donné, de passer à l'action et d'acheter ces actions Team for the Planet? Alors moi, j'ai bien aimé que ça ne soit pas un don, mais un investissement avec une rémunération en dividende Planète. Et je me suis dit que je m'en servirais pour appuyer notre démarche entreprise RSE. Voilà. Ok. C'était quoi le montant de ton invest? Alors ça, c'est pas très politiquement correct, mais bon. On est entre nous, t'inquiète pas. On a pris deux tickets de 10 000 euros. Ok. Voilà. Donc sur 2 de tes entreprises? Oui, 2 des entreprises. Oui. Ok. C'est des entreprises de quelle taille à peu près ces boîtes? C'est 30 et 50 personnes. C'est 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Mais j'ai vu que si on contribuait là entre le 1er et le 31 décembre, on avait un accès à Zei, la plateforme Zei. Et comme mon responsable RSE lorgne dessus depuis quelques temps, je pense qu'on va réitérer. Tu vas remettre une petite pièce du coup? Je crois. C'est bien ça. Super. Tu te souviens du déclencheur, le moment où tu as sorti ta CB? C'était juste après, comme toi Laurent, juste après l'intervention de Mehdi en juin. Et l'idée était assez étonnante, même pour moi, c'est de me dire, tiens, là je vais pouvoir décider tout seul, sans questionner mes collaborateurs, comme on essaie de faire de plus en plus et toujours. Là, c'était aligné avec mes valeurs, et du coup, j'ai tout de suite pu dégainer, et je pense que ça résonnera dans l'entreprise. Voilà. T'es dirigeant de PME, ça te parle, t'as l'élan du collectif, t'as envie d'y aller, t'y vas. Oui. Canon, merci Benoît. Alice, tu diriges une société d'événementiel qui s'appelle Ice Events. Vous êtes 8 personnes, c'est une entreprise que tu as créée en 2018. Alors j'ai repris. Que tu as repris. Elle a 19 ans cette agence. J'ai repris. Tu l'as reprise en 2018. Ouais. Peux-tu me dire à quel moment tu as découvert Team for the Planet? Alors moi, en bonne communicante, je suis pas mal branchée sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en particulier sur LinkedIn, qui est le réseau social pro. Donc comme vous êtes aussi chez Team for the Planet de très bons communicants, petit à petit sur mon feed, j'ai vu apparaître pas mal d'infos. Et j'ai commencé à suivre assez rapidement en fait. Et puis je me suis... j'ai suivi la page et puis voilà, la newsletter, etc. Donc c'est vraiment par ce biais-là que j'ai connu Team for the Planet. Je crois que tu as hésité un petit peu sur la manière de le faire. Sur l'investissement ? Ouais, alors en fait, au départ, moi j'étais très alignée avec la dynamique, avec l'idée, avec le fait de participer à quelque chose de plus grand que moi en tant que citoyenne. Mais au sein de l'entreprise, on avait déjà enclenché un certain nombre de choses. On avait enclenché une responsabilité, des actions concrètes, et on avait une vraie sensibilité. En tout cas, même les collaborateurs, nos 8 collaborateurs étaient déjà pas mal embarqués depuis 2019 à peu près. Et donc, du coup, au moment d'investir, je me suis dit, mais en fait, non, ça va vraiment dans la prolongation de ce qu'on est en train de mettre en place en interne. Donc, j'ai envie d'embarquer Ice Events et j'ai envie d'embarquer les collaborateurs avec. Génial, ils ont réagi comment, tes collaborateurs? Ouais, hyper bien. Non, ils étaient hyper fiers. Et puis, il y a eu tout de suite ce sentiment d'appartenance qui est hyper fort. Quand on investit dans Team for the Planet, on se sent complètement... embarqué, on a l'impression qu'on fait partie d'une communauté. Génial. T'as un projet chouchou chez Team for the Planet? Moi j'aime bien Cooloroo, je trouve qu'il est simple, il est efficace, facile à mettre en place. Donc je trouve que c'est un beau projet. Puis en plus, je pense que c'est un des premiers aussi. Donc il y a le petit côté affect aussi qui fait que je trouve que c'est sympa. Ok, canon. Deuxième question indiscrète, je vais peut-être arrêter après. Combien vous avez mis? Pas grand-chose. On a mis 1500 € en décembre. C'est pas rien déjà. C'est pas grand-chose par rapport à d'autres, c'est sûr. Et puis, quand vous êtes venu à Lille en juin, j'ai réinvesti 2000 €. Ça fait 3500 au total. Je sais pas très bon en calcul mental, mais si toutes les boîtes de 8 personnes mettent 3500 €, à mon avis, on est plutôt pas mal sur l'objectif, hein, Mehdi. Je pense qu'on est... Ouais, je pense qu'on va l'exploser si c'est comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup, Alice. Hop.
On va passer à Nicolas. Nicolas, 25 ans de grande distrib. Dans le coin, c'est assez original. Tu as été 12 ans patron de Kiabi, très axé sur la transfo et l'humanisme. Tu as basculé il y a 5 ans d'un point de vue personnel sur ton chemin vers la RSE et tu as créé Chapter 2, qui est au service des entreprises sur les défis sociétaux et environnementaux. Cette bascule, justement, dont je parlais à l'instant, elle s'est passée comment pour toi ? Alors, bonjour à toutes et tous. La bascule, elle a eu lieu il y a à peu près 5 ans pour moi. L'événement principal a été la lecture de la synthèse du rapport Meadows, qui a été pour moi un vrai déclencheur. Et puis, et à l'époque, cette notion de se dire, j'ai la chance d'avoir beaucoup de pouvoir. La vie m'a gâté et m'a offert la chance de pouvoir diriger une nouvelle entreprise. Et comme dit le fondateur et le créateur de Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Et c'est là où je me suis dit, tiens, autant utiliser ce pouvoir à bon escient et utiliser mon écosystème pour pouvoir impacter le plus possible. Voilà, donc c'est à l'issue de cette lecture. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait venir à TFTP du coup ? Alors il y a eu 2 éléments. Moi, j'ai entendu parler de TFTP vraiment au tout démarrage. À l'époque, j'étais au sein d'une association que j'avais co-créée qui s'appelle Act and Fact, qui accompagne l'issue de la transformation environnementale au cœur des entreprises de l'association Famille Mullier dans le Nord. Et on a vu vos premiers pas. Et pour moi, c'était un vrai déclencheur parce que vous ouvriez la voie d'une nouvelle voie de l'impact, puisqu'effectivement, autant les sujets de décarbonation, j'y voyais assez clair, autant il y avait ce dernier geste effectué qui permet d'aller vers une neutralité carbone. Et je trouvais la porte que vous ouvriez de pouvoir investir dans des solutions de réduction de carbone ou de décarbonation était pour moi profondément vertueux. Et le faire avec cette approche écosystémique était d'une modernité absolue. Et donc effectivement, très rapidement, cette voie ouverte par Team for the Planet était la 3e solution qui permettait d'aller au bout du geste de la neutralité carbone. Tu me parlais quand on a échangé en amont du sentiment parfois d'être dans une petite chaloupe qui prend l'eau. Raconte-nous cette histoire de chaloupe. Et en fait, le premier chemin que j'ai essayé de faire, c'était de décarboner ma propre vie d'une certaine manière, parce que j'étais bien au-delà des 12 tonnes, avec cette envie d'aller chercher 6, 5, 4 et puis la cible 2, en sachant que je ne maîtrise absolument pas les 2 tonnes, puisqu'il y a une bonne partie qui est dans les mains des entreprises. Et après moultes efforts divers et variés, il y a pas mal d'éléments qui ont été cités par Mehdi, travail sur la mobilité, travail sur l'alimentation, travail sur le manger de saison, acheter de la seconde main, les énergies au sein de la maison, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ces efforts étaient certes simples, mais prenaient du temps et nécessitaient bon nombre de renoncements. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur un article qui mettait en avant le classement des banques et de ce que représentait 1 euro placé sur un compte transposé en grammes de CO2. Voilà. Et en l'occurrence, la banque où j'étais à l'époque, pour 1 euro placé, on avait à peu près de l'ordre de 100 grammes, entre 100 et 500 grammes de CO2 équivalent. Et en fait, j'ai copé devant et ça se remplissait derrière. C'est putain, autant d'efforts pour au bout du bout me rendre compte que mes placements pesait largement plus que mon effort. Elle a dit, tiens, une autre raison d'investir dans ce véhicule qui est Team. Excellent. C'est une manière d'arrêter d'écoper pour rien un petit peu et de sentir qu'on va vraiment dans le bon sens. Nicolas, est-ce que tu as un partage à faire un petit peu en conclusion de cette intervention ? C'est sympa, question surprise, merci. Non. Je peux te remettre un petit peu sur la voie, si tu veux, d'un sentiment de responsabilité que tu m'avais partagé. Oui. Encore la semaine dernière, j'ai discuté avec 2 personnes qui sont en train de faire leur chemin de bascule. Ça a été dit tout à l'heure très bien dans les différentes interventions. Cette transition de vie que nous devons réaliser, elle est dans nos mains, en fait, en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que dirigeant. Et effectivement, on a tous un pouvoir d'agir et donc tous cette responsabilité d'agir. Et c'est difficile pour moi de ne pas être dans le jugement, en fait. Donc tous les jours, je suis dans mon auto-jugement et dans le jugement de l'autre. Et en fait, il n'y a pas de petits gestes. Et quelqu'un disait tout à l'heure, effectivement, on se mettra à agir profondément quand on sera dos au mur. Mais mon sentiment est que nous sommes déjà dos au mur et qu'on a encore les moyens de changer les choses. Et j'ai envie de mettre de la joie
et beaucoup d'énergie positive dans cette transformation. Mais ça passe par la notion de responsabilité. Il y a 2 mots qui me drive, et je terminerai là-dessus, c'est le mot assez et renoncement. À partir de quand j'en ai assez, en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que dirigeant, et on peut mettre tout ce qu'on veut derrière le mot assez, et c'est comme mon premier renoncement pour enclencher cette bascule, et il n'y a pas de petit renoncement. Belle invitation à faire cet exercice chacun de notre côté. Merci beaucoup Nicolas. Hervé, tu diriges RH Performance, une entreprise de l'accompagnement RH de 35 personnes. C'est quoi ton histoire avec Team for the Planet ? Bonjour à tous. Un peu comme beaucoup, et je pense comme toi, moi c'est via LinkedIn, où il y a eu un grand nombre de communications. Il me semble que c'était pendant le Covid. Toi, je ne connais pas la date exacte. Et j'ai assisté à ce webinaire et je me suis dit, c'est un truc de dingue, il faut y aller. Tu me parlais d'une frustration aussi quand on a échangé ensemble. Ouais, j'aurais pu dire imposteur, mais j'y avais pas pensé. C'était plus de la frustration de me dire on a mis de l'argent dans un fonds et puis après de ne pas se sentir acteur, de ne pas pouvoir, je sais pas, sélectionner les projets, accompagner les entrepreneurs dans lesquels on met des ressources, de l'argent, etc. C'est là où je t'ai évoqué le mot frustration de ne pas être davantage acteur. Et je crois qu'en plus, tu as quelques occupations en dehors du fait de diriger ta boîte. Tu peux nous en parler un petit peu ? Toutes ? T'en choisis les 2. Celles qui sont en lien avec la thématique ? 2, 3 ? Oui. Très engagé au sein de Bicorp, puisqu'on est recertifié depuis maintenant 2-3 mois. Donc très engagé avec des personnes qui sont bi-leaders, etc. Et puis des engagements dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit auprès de Réseau Entreprendre, de l'APEB et plein d'autres structures. Et puis beaucoup de mécénat de compétences, bien évidemment, parce qu'on a envie d'œuvrer. Okay. Et alors, ça te donne envie de quoi maintenant que tu es ici dans la salle, que tu revis ce moment un peu Team for the Planet pour lutter un petit peu contre ce sentiment de frustration que tu peux avoir ? Une profonde envie d'être acteur, à la fois d'être acteur avec Team for the Planet. C'est bien qu'il y ait un petit rappel et des manifs comme celle d'aujourd'hui, parce que c'est se dire échangeons-nous les coordonnées. Et puis en discutant avec toi, je me disais tiens, en tant qu'entrepreneur, on connecte d'autres, on est dans d'autres réseaux. Et j'ai proposé et à discuter et à peaufiner. Je me dis un réseau comme Réseau Entreprendre, je pense que c'est une cible idéale, puisque c'est, je pense, des personnes qui ont le carnet de chèques à disposition. On n'est pas obligé de passer auprès de gouvernances diverses et variées. Donc Réseau Entreprendre, l'APEB ou d'autres structures, je pense qu'on pourrait très clairement y aller, présenter et recruter. Canon, tu peux bloquer quelques plages dans ton agenda du coup sur le mois de décembre, parce qu'effectivement ça va être un des leviers clés de l'opération, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à mon avis chez Mehdi. Hervé, tu vas être appelé pour tous ces réseaux. Merci à tous les 5, merci de votre intervention. Vous pouvez applaudir nos intervenants quand même. Et maintenant qu'on arrive proche de la conclusion, je vous invite à sortir vos smartphones dans la salle. Vous pouvez les sortir de votre poche et à essayer de récupérer le QR code qui va être affiché ici. Vous l'avez compris, chaque action compte. Je pense que ça a été mis en valeur par l'intégralité des interventions qui ont été faites. On peut vraiment passer du triangle de l'inaction à la roue du changement. On peut tous le faire. Les tailles de boîte importent peu. On l'a vu à 8 personnes comme à 100 personnes. Finalement, c'est la même étincelle. On a vu que les montants importent peu. 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Finalement, le geste est le même. Il est juste adapté à la structure et à la personne qui le fait. Et tout ça, ça participera à l'effet d'accélération du mouvement. Vous pouvez tous jouer un rôle aujourd'hui. Si vous êtes dirigeant, vous pouvez choisir, comme ça a été partagé par Benoît par exemple, d'investir aujourd'hui et de vous engager, ou tout au moins de donner un premier montant. Deuxième point qui est très important, si vous êtes collaborateur, vous pouvez aussi remplir ce formulaire. Mettez un chiffre, n'importe lequel. Alors, il faut mettre 1000, non, mais rassurez-vous, les huissiers ne vont pas arriver juste après pour vous demander les 1000 euros. Enfin, je crois pas, tu n'as pas lancé encore les huissiers. Pas encore, non. Pas encore. Donc, mettez 1000 ou mettez un chiffre, n'importe lequel. Ça veut juste dire que l'initiative vous parle et que ça vous intéresse d'avoir la version définitive du film que Mehdi a projeté tout à l'heure. Ce film s'appellera Le Pitch Parfait. Et il vous permettra en moins de 30 minutes de présenter Team for the Planet aux dirigeants de votre entreprise
en lui montrant les fonctionnements principaux et en répondant aux objections principales qui sont formulées de manière habituelle à Mehdi et toutes les équipes de team lorsqu'on parle de Team for the Planet. Donc inscrivez-vous aussi, ça vous permettra d'avoir ces éléments-là en avant-première. Et bien entendu, comme tu l'as dit Hervé également, être le relais des opérations. Il va se passer des choses sur LinkedIn. Vous pouvez également créer des opérations dans les réseaux dans lesquels vous êtes impliqués pour faire résonner au maximum cette opération de la grande coalition des entreprises. Puis je crois qu'il va y avoir un compteur encore, Mehdi, spécial World Forum sur le sujet. Tu penses qu'on peut atteindre les combien, Mehdi? Combien d'entreprises issues du World Forum? Issues du World Forum, alors aujourd'hui et demain, on va dire. On peut se donner un objectif de je sais pas, une centaine, non? Une centaine, ça serait pas mal. Une centaine, ça serait pas mal aujourd'hui. Je sais pas si la jauge est présente ou pas. Si on appuie. Ça, c'est... Alors la jauge, ça doit être en régie déjà, si vous l'avez, le lien vers cette jauge. Si on n'a pas la jauge, c'est pas grave. On fera 100. On vous donnera le chiffre du nombre de personnes qui ont sorti leur téléphone ce matin et qui, du coup, ont envie de s'engager, que ce soit des dirigeants ou des collaborateurs, du coup, pour en parler à leurs dirigeants. Et à l'issue du World Forum, il y aura une cagnotte spécifique. Tout à l'heure, Mehdi a montré la cagnotte à Jean-Pierre. Il y aura une cagnotte spécifique au World Forum. Donc on continuera à relayer, comme on l'a fait au mois de juin avec les différents réseaux, cette opération pour venir soutenir la grande démarche de Team for the Planet sur le sujet et essayer de faire en sorte, peut-être encore une fois, de remporter le premier prix de la cagnotte dans les Hauts-de-France. Mehdi, je te laisse le mot de la fin. D'accord, merci. En fait, le mot de la fin, ça va être surtout pour te remercier. Toi aussi, Adrien Huc et puis Thierry Fouquet, qui avait œuvré de façon acharnée, alors là depuis des mois et des mois. Le démarrage de Team for the Planet, c'était Lyon, et l'avenir de Team for the Planet, clairement, c'est dans le Nord. C'est assez impressionnant. À chaque fois qu'on vient, on est bluffé par le niveau d'énergie qu'il y a ici. Je dois aussi dire que je suis très touché par le témoignage qu'on a eu à l'instant, parce que c'est vrai que nous, on est toute la journée en train de pédaler très fort dans tous les sens pour que ça bouge. Et en fait, on ne se rend pas compte de toutes les histoires qu'il y a derrière les gens qui nous ont rencontrés à un moment donné, que ce soit par le biais d'un salarié dans une entreprise qui regarde un webinaire. C'est vrai que tous les jeudis à midi, il y a ce webinaire qui a lieu. À midi moins 10, en général, on ne sait pas qui va le faire parmi tous les membres de l'équipe. Ça fait partie de tous les challenges qu'il y a, mais de savoir que ça marche, c'est super. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotions à chaque fois de se rendre compte que ça prend et que les personnes se sentent membres d'une équipe. On peut aller beaucoup plus loin que juste investir de l'argent, et notamment le truc le plus important qu'on peut faire à Team for the Planet, c'est devenir évaluatrice ou évaluateur d'innovation. C'est pas quelque chose qu'on a montré aujourd'hui, mais en fait, le comité scientifique reçoit 5 innovations tous les 4 mois, mais on en reçoit plutôt 200. Et pour passer de ces 200 à ces 5, il y a une phase d'évaluation citoyenne. N'importe qui peut devenir évaluateur. Ça prend 1 heure et demie de faire la formation en ligne, et il y en a très régulièrement. Et ça, c'est ultra important, parce que sans ça, il n'y a pas d'évaluation d'innovation, il n'y a pas de comité scientifique, il n'y a pas d'investissement. Donc c'est fondamental, et ça fait des années et des années qu'on a de plus en plus d'évaluateurs disponibles qui se sont formés, sur des milliers de personnes qui se sont formées. C'est totalement fou. Quand on a lancé ça, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner, et en fait il se trouve que quand au moins 50 personnes ont évalué une innovation, on arrive au même score que notre comité scientifique qui s'est réuni. Donc c'est vraiment la puissance du génie collectif, exactement. Merci beaucoup Mehdi d'avoir lancé cette opération ici à Lille. Merci au World Forum d'avoir offert la tribune à Team for the Planet. Très bon World Forum à tous. Merci.